Vous savez, on essaie tous de comprendre l'intelligence artificielle et de l'exploiter la plus efficacement possible, mais tout va tellement vite qu'on peut se sentir parfois dépassé, perdu dans un tourbillon d'informations. C'est pour ça que je veux vous parler de ChatGPT Academy, une des plateformes de formation les plus complètes sur l'intelligence artificielle créée par mon ami Ryan Djebali et une équipe d'experts passionnés. Que vous soyez débutant ou déjà avancé, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Maîtrise de l'IA générative, création de prompts, automatisation, déploiement de solutions IA et bien plus encore. En plus, l'Académie propose des accompagnements individuels pour ceux qui souhaitent lancer leur propre projet. C'est comme avoir un mentor dédié, toujours disponible. Faites-moi confiance, rendez-vous sur ChatGPT Academy et commencez à exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle dès aujourd'hui. Le lien est en description. Et maintenant, chers amis, place à un nouvel épisode d'Esprit IA. Il y a tout juste 2 ans, ChatGPT a débarqué et bouleversé notre rapport à l'intelligence artificielle. Il a changé nos quotidiens, nos habitudes, nos vies. Et pourtant, certains le sous-estiment encore. Aujourd'hui, on fait le bilan de cette révolution. Quelles avancées majeures, quelles promesses pour l'année à venir et surtout comment tirer le meilleur parti de ChatGPT au quotidien avec toutes les nouveautés qui viennent de sortir. Ensemble pendant 1 heure avec Ryan Djebali à nouveau, on va revenir sur ces 2 années de folie de l'IA générative. Bienvenue dans Esprit IA les amis. Et vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, c'était notre premier invité de l'émission, Ryan Djebali, fondateur de la plateforme d'apprentissage sur l'IA ChatGPT Academy. Et d'ailleurs ça a beaucoup changé, il a beaucoup de choses à nous dire sur le sujet. Et également le premier parrain, le premier sponsor de cette émission. Merci au passage Ryan. Alors salut Ryan, comment tu vas et qu'est-ce qui s'est passé de ton côté depuis 1 an? Salut Alexandre, écoute, merci beaucoup encore une fois pour ton invitation. Et oui, c'est un plaisir de pouvoir effectivement être le premier partenaire de ce magnifique podcast. Je suis vraiment le premier fan depuis notre première émission. Je trouve ça super pertinent avec tous les intervenants qu'il y a sur ce podcast. Donc effectivement, c'était un grand plaisir. Depuis le temps, écoute, on a mis en place pas mal de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions de notre côté. Donc effectivement, on a lancé notre académie le 30 septembre, la ChatGPT Academy, donc une formation sur l'IA qui a pour objectif de rendre accessible toutes les compétences nécessaires pour développer des solutions en intelligence artificielle, apprendre à automatiser, donc à partir d'un niveau complètement débutant jusqu'à développer des solutions et aller un peu plus dans le détail sur notamment le déploiement de projets ou de business ou d'agences dans l'intelligence artificielle. Et je dois vous avouer que, écoutez, c'est déjà assez impressionnant de voir toute l'ambition qu'il y a sur les personnes qui nous rejoignent. Donc on accompagne déjà des super projets. J'ai hâte de pouvoir vous les présenter. Et yes, je suis super content par rapport à tout ça. Écoute, très content également. Et évidemment, chers auditeurs, avant de vous proposer en partenariat avec Ryan ChatGPT Academy et cette superbe formation qui est présente en description de cette émission, j'ai pu le tester et je peux vous dire que c'est vraiment du lourd avec énormément de modules de formation sur l'IA de base, sur l'IA générative, sur comment l'utiliser au mieux et également en partie sur le volet réglementaire. Et je vous invite à regarder ça un peu plus en profondeur. Cliquez sur le lien et vous ne serez pas déçus. Et Ryan, on va pouvoir tout de suite passer dans le dur de cette émission. On va revenir ensemble tous les deux sur le bilan de ChatGPT 2 ans plus tard. Quelles sont les grandes évolutions? Et pour ça, on va quand même introduire le sujet par notre petit tour du monde de l'IA. Alors Ryan, tu le sais, c'est pas la première fois que tu viens dans l'émission. Le tour du monde de l'IA, c'est une petite rubrique d'actualité qui commence au début de chacune des émissions d'Esprit IA. On revient sur des fameuses actualités qui ont marqué le monde de l'intelligence artificielle ces derniers temps. On va commencer par une actu. Le restaurant de demain, c'est un lieu où durabilité, expérience immersive et nouvelles technologies se rencontrent. Désormais, l'IA s'invite en cuisine. Au service d'une gestion plus éco-responsable, d'expériences clients hyper personnalisées ou encore de robots capables d'exécuter certaines tâches répétitives. Dans un article très récent,
le guide Michelin nous dévoile des restaurants futuristes entre table immersive, management réinventé et révolution végétale. Et bah écoute Ryan, cet article de Michelin m'a paru vraiment intéressant. On avait déjà parlé dans cette émission avec un autre invité des frigos connectés qui utilisent l'intelligence artificielle pour diagnostiquer ce que vous avez dans le frigo et vous dire notamment quels aliments sont périmés ou en voie de péremption. Et bien là, dans le monde de la cuisine, on imagine aussi que l'IA peut avoir énormément d'impact pour aider les restaurateurs, pour aider les cuisiniers. Toi, comment tu vois un peu, au sens de cet article, la place de l'IA dans le monde de la cuisine dans le futur? Bah, écoute, c'est une question qui est fascinante. Moi, je me suis déjà posé cette question de quel serait le restaurant de demain, avec une expérience qui est, sur base du fonctionnement de l'intelligence artificielle, du coup, qui serait personnalisée à chacun. Donc avec, l'IA qui, par exemple, saurait déjà prédire si je préfère une cuisson, saignante ou à point, par exemple. Donc voilà, le champ des possibles est énorme. Après moi, pour moi, il y a toujours une limite qui est, voilà, quand on va dans un restaurant, on aime la créativité du chef et pour moi, un plat qui a de la valeur, c'est un plat où on vit des émotions et encore il y a encore de la difficulté, pour l'intelligence artificielle de modéliser l'émotion humaine. Eh ben écoute, très bien. On verra ce que ça donne à l'avenir, les restaurants dopés à l'intelligence artificielle. En tout cas, moi, j'y crois. Je sais que Ryan, tu y crois aussi. Et là, on va aller sur un autre sujet, qui est un sujet qui est plus en lien avec l'éducation, et qui est un sujet finalement qui va un peu dans le sens de la prise de risque que tu as faite avec ton associé Maxence en créant la ChatGPT Academy. C'est le fait que l'intelligence artificielle générative, elle est vraiment en train de se démocratiser partout, est en train d'être utilisée de plus en plus. Mais ça peut également soulever un certain nombre de risques. Alors, c'est un article, une étude même qui nous est sortie récemment, qui nous dit que c'est officiel, 99% des étudiants français avouent utiliser des IA génératives comme ChatGPT ou Midjourney. Et plus de la moitié reconnaissent qu'ils ne pourraient plus s'en passer. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que l'IA rend vraiment nos ados plus performants, ou est-ce que quelque part ça crée pas une dépendance? Est-ce que quelque part ça ne les crée pas plus feignants? Qu'est-ce que tu en penses, Ryan? Alors, je pense que ça dépend de l'usage. Donc si tu fais tout faire par l'IA sans réfléchir, oui, à ce moment-là, tu deviens passif. Mais si tu utilises l'IA comme un tremplin pour vraiment pousser tes idées, là, tu peux devenir surproductif. Et c'est là le paradoxe. Donc en fait, cette génération, elle est à la croisée des chemins. Je pense que l'IA ne va pas remplacer l'effort, mais elle peut amplifier, en tout cas, ceux qui l'utilisent intelligemment. La bonne utilisation et la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle repose toujours sur, en fait, une réflexion structurée. D'accord? Donc, si on est capable de pouvoir, ça, c'est toutes les questions qu'on se pose et qu'on abordait sur notre dernière émission sur ce qu'est le prompt engineering. Donc, voilà, savoir prompter, donc savoir donner les meilleures instructions à l'IA pour avoir de meilleurs résultats. Aujourd'hui, quand on se forme à l'intelligence artificielle, on apprend que, voilà, il y a tout un schéma de pensée structuré qui permet en fait d'avoir des réponses qui sont singulières et qui ont à chaque fois, on va faire développer notre créativité. Je prends un exemple notamment pour réaliser un devoir de philosophie. Effectivement, aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont tentés de tout simplement aller sur ChatGPT et de demander à l'IA de faire le travail, d'accord, sans avoir forcément de réflexion. Mais ces élèves-là, en fait, n'auront pas des résultats aussi pertinents qu'une personne qui aura déjà fait un travail d'analyse sur quelles sont les différentes idéologies et quels seraient les différents chemins pertinents pour répondre à ce devoir de philosophie. Quelles sont les techniques en fait de rédaction ou potentiellement de storytelling que je vais pouvoir appliquer? Est-ce qu'il y a une tonalité ou des exemples que je pourrais réexploiter pour avoir effectivement un résultat qui est en lien avec mes idées? Et je pense que tout ce travail de réflexion va ouvrir à énormément de singularités et que chaque élève, en tout cas, c'est une bonne opportunité là-dessus, d'avoir des résultats qui sont propres à leur schéma de pensée, à leur réflexion. Mais pour ça, effectivement, ça va demander du coup une adoption et une formation globale
d'une bonne exploitation de ces outils, non pas pour faire à ta place, mais pour en fait devenir un tremplin. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, dans l'étude, on nous dit que 83% des élèves déclarent gagner du temps en utilisant ChatGPT et 65% se sentent plus performants en l'utilisant. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Malgré tout, moi j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on ne peut pas craindre une baisse de la curiosité intellectuelle des élèves et de leur capacité à faire des recherches par eux-mêmes s'ils deviennent demain toujours avec le réflexe d'utiliser ChatGPT plutôt que d'essayer de s'instruire, de faire par eux-mêmes, de mener les recherches, d'avoir quelque part une dose de créativité. Pour toi, la créativité, elle peut vraiment être dans le prompt que tu fais à ChatGPT. C'est ça, mais je pense que ça vient dans un premier temps euh, d'un gros travail qui est nécessaire sur l'évangélisation de ces technologies par les professeurs notamment. Aujourd'hui, on a toujours cette première idée en tête que voilà, l'utilisation de ChatGPT est interdite. Et pour de bonnes raisons, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes l'utilisent, comme tu le dis, pour demander en fait de faire le travail à sa place. Malgré ça, en fait, aujourd'hui, ça va être inévitable. L'IA générative va être utilisée par tout le monde. Et il faut vraiment essayer de mettre en avant du coup la bonne exploitation de ces IA, parce que dans tous les cas, ça va ne faire qu'évoluer. Aujourd'hui, on va de plus en plus avoir des métiers qui vont s'adapter à nos outils technologiques, tout comme on a pu le faire quand Internet est arrivé ou quand la calculatrice est arrivée. Voilà, il y a toujours eu, dans un premier temps, des réflexions où on se disait, en fait, ça va nous abrutir. On n'a plus ces réflexions et ces stimulations neurologiques qui nous permettent de mémoriser quelque chose, de vraiment maîtriser. Là, on va juste demander à la calculatrice ou aller faire ses recherches sur Internet plutôt que d'aller à la bibliothèque. Là, je pense que ce qui va être important de mettre en avant, c'est vraiment la compréhension de comment ces outils fonctionnent et comment pouvoir du coup l'exploiter de manière pertinente. Bah écoute Ryan, je pense que ça nous amène tout droit au sujet du jour, à savoir la révolution de ChatGPT. Mais avant ça, chers auditeurs, petit rappel, évidemment comme à chaque fois, n'hésitez pas si vous aimez l'émission hein, à vous abonner, à laisser un 5 étoiles à cette émission. C'est très important pour notre référencement et pour qu'on continue à être partagé sur Spotify. Et puis, si vous avez des proches que vous connaissez, qui utilisent notamment ChatGPT, partagez-leur cette émission parce que, on va leur apporter beaucoup d'informations aujourd'hui pour mieux utiliser ChatGPT au quotidien et leur parler également de toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées récemment et celles qui vont arriver prochainement. Donc n'hésitez pas et on passe tout de suite, les amis, au rendez-vous expert. Alors Ryan, 2 ans après le lancement de ChatGPT, l'IA générative, elle a explosé. On a eu des nouveaux modèles comme O1 et O3, on va en parler, du texte to vidéo avec Sora, de l'intégration vocale avancée. OpenAI a vraiment multiplié les annonces en décembre dernier également, et c'est un véritable festival d'innovation. On a vraiment OpenAI qui est sur le bout de toutes les lèvres depuis 2 ans, et l'effet de mode ne passe pas. C'est bien la preuve d'ailleurs que ce n'était pas un effet de mode, que l'IA générative est vraiment une révolution dans nos usages, dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan avec toi de tout ce qui s'est passé en 2 ans et de ce qui nous attend, pourquoi pas, en 2025. Alors déjà pour commencer Ryan, on peut revenir sur le lancement de ChatGPT il y a 2 ans. On parlait déjà d'une IA qui était révolutionnaire, mais d'autres parlaient d'IA qui finalement n'était pas si bluffante. Au final, et notamment quand on voit l'adoption du nombre de personnes qui s'est mis à utiliser ChatGPT, je crois que c'est 200 millions mensuellement, est-ce que c'était tant que ça une révolution ? Ou est-ce que finalement, c'est une IA qui, à l'époque, a fait beaucoup de bruit, mais qui s'est tassée au fur et à mesure du temps? Alors, je pense que la grande révolution, c'est pas nécessairement la technologie qu'il y a derrière, ces modèles d'IA générative. La révolution, c'est l'adoption massive. C'est que, voilà, personne ne s'attendait à ce que l'IA devienne une tendance grand public aussi rapidement.
on a eu effectivement une première base d'utilisateurs qui était juste énorme et ça a eu une croissance qui est juste exponentielle et même historique. C'est dans ce sens-là que on a eu une révolution effectivement et que OpenAI a su marquer avec ses premiers modèles, tout simplement l'humanité. Aujourd'hui, effectivement, ça évolue hyper rapidement et on a de plus en plus de personnes qui commencent à l'exploiter au quotidien. Et ça, c'est quand même bluffant. Donc oui, c'est complètement une révolution. Ça a même lancé la course aujourd'hui à l'IA générative. Quelle IA sera la plus performante aujourd'hui? Donc on a Google qui lance ses modèles, Anthropic avec Claude, on a même DeepSeek, le nouveau modèle chinois qui commence à avoir aussi de très très belles performances. On a toujours effectivement une évolution des LLM, mais aussi des petits modèles. Donc LLM qui signifie Large Language Model, donc des modèles comme ChatGPT, donc GPT-4o, notamment celui qui est le plus utilisé en ce moment. Mais on a aussi l'apparition de plein de petits modèles qui sont apparus par la suite, en respectant en fait tout simplement ces technologies qui ont révolutionné un tas de cas d'usage. Il y a beaucoup de business qui se sont créés. C'est exploité en fait aujourd'hui dans l'éducation, dans beaucoup de métiers, et je pense que ça va ne faire que continuer. Et on le voit hein, au rythme de l'évolution technologique qu'on a eu avec ChatGPT. Au début, on avait un simple, si je puis me permettre, chatbot génératif qui est désormais devenu un outil totalement multimodal aujourd'hui, qui est capable de gérer du texte, de la voix, des photos, du code et même maintenant de la vidéo. On en parlera plus tard. Est-ce que finalement la multimodalité, pour toi, c'est devenu un game changer? Alors, la multimodalité, effectivement, c'est un vrai enjeu. On a aujourd'hui la capacité de générer du texte, de générer de l'audio. Ça peut être de la voix, ça peut être même traduire sa voix, cloner sa voix, ou générer même de la musique pour les personnes les plus artistes, pour les plus artistes d'entre nous. Générer des images, générer de la vidéo maintenant, hein, avec des modèles qui sont bluffants. Et si on s'était dit qu'il y a 10 ans, on serait capable de générer un film à partir d'une simple instruction textuelle, on nous prendrait effectivement pour des fous, mais c'est le monde dans lequel on vit, et effectivement, ça va nous ouvrir un champ quasiment infini de générations possibles. Et c'est ce qui est beau hein, avec la multimodalité. Aujourd'hui, OpenAI a réellement cette ambition de mettre en place cette multimodalité. Donc, elle l'a déjà fait avec l'intégration de son IA générative de texte basée sur des modèles GPT et sur son IA générative d'image avec DALL-E 3 notamment, et maintenant avec Sora, l'IA générative de vidéo, et effectivement avec ChatGPT Voice. Alors, tu as testé ChatGPT Voice? C'est bluffant, hein. Oui, tout à fait. Ça fait partie des questions que je voulais te poser et revenir évidemment sur cette avancée qui est significative, hein. Le mode voice, c'est vraiment quelque chose qui est totalement bluffant. D'ailleurs, ils viennent intégrer aussi la partie vidéo, donc tu peux enregistrer en live désormais en vidéo ce que tu montres avec ton téléphone dans le cadre de l'enregistrement, et tu vas avoir des réponses qui vont être apportées par le mode ChatGPT Voice, qui est désormais en plus en mode avancé. Alors est-ce que tu peux, pour nos auditeurs hein, qui découvrent parfois le sujet, expliquer en quoi ça consiste dans le détail et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut espérer avec ce mode vocal avancé? ChatGPT Voice, en fait, c'est un Siri boosté à l'IA. Donc, en fait, on a maintenant la capacité, dans une conversation, quand on ouvre son application ChatGPT, d'interagir via du texte, mais aussi maintenant d'interagir de manière complètement humanisée avec un assistant vocal, tout simplement. Alors, on a énormément de cas d'usage pertinents, notamment maintenant pour apprendre une langue. On a la capacité tout simplement d'avoir son professeur particulier avec cet assistant vocal, de nous donner des cours de manière assez simple. Mais ce qui est fort avec ce ChatGPT vocal, c'est qu'il est non seulement capable d'entendre en temps réel et de comprendre en temps réel ce que l'on dit,
pour pouvoir nous répondre basé sur toutes les connaissances des modèles GPT, mais également de pouvoir comprendre également la tonalité et même les accents que je vais avoir, notamment en parlant en anglais. Donc si je veux m'améliorer et parler en anglais avec l'intelligence artificielle, on en avait parlé dans notre conférence, on avait fait une démo à Saint-Germain-en-Laye, on est en mesure de nous faire corriger tout simplement par cet assistant pour avoir le meilleur accent possible. Et moi, ça m'a beaucoup servi, en tout cas pour mon accent espagnol et mon accent anglais. Donc, en plus de ça, maintenant, on est capable de pouvoir donner de l'expertise, donc via les prompts qu'on va lui donner. Donc là, maintenant, on a aussi la capacité de faire des prompts de manière vocale, donc comme si on interagissait directement avec un humain et notre assistant personnalisé, notre majordome, notre Jarvis, si on se considérerait comme des Iron Man, pour pouvoir en fait devenir des super êtres humains. Donc notamment, Et puis, entre-temps, Ryan, je te coupe, mais la rapidité des temps de réponse est assez folle, hein. Au début, on avait le mode vocal normal qui prenait parfois 10, 15, 20 secondes avant de répondre, qui réfléchissait quelque part. Et maintenant, avec le mode vocal avancé, on peut avoir des réponses qui sont générées quelquefois en 2, 3, 4 secondes. Donc, c'est limite en temps réel, comme dans une vraie conversation c'est ça, normale. même beaucoup moins que 2, 3, 4 secondes, hein. C'est très rapide. On peut même l'interrompre. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont intégrée pour pouvoir du coup directement lui dire attends, je te coupe. Moi, ce que je voulais te dire, c'est pas ça, ou c'est plutôt ça. Mais attends, mais du coup, si tu me dis ça, peut-être que est-ce que tu peux me réexpliquer le terme que tu viens d'employer, etc. Moi, je me suis amusé, par exemple, à simuler une conversation avec Steve Jobs. Et c'est pour ça qu'on dit que la seule limite à l'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est notre imagination, notre créativité. Parce que voilà, ça demande effectivement d'avoir cet esprit créatif, de se dire, OK, moi j'ai envie de lancer un business ou j'ai envie d'avoir tout simplement, disons, un board avec les personnes les plus expertes pour m'aider dans ma tâche. Donc ça peut être pour créer un business, notamment dans le secteur du luxe. Alors pourquoi pas donner comme instruction à ton mode vocal de prendre le rôle de Bernard Arnault ou d'un créateur d'une célèbre marque de montres, si jamais je veux me lancer dans l'horlogerie, pour pouvoir interagir, qui me donne des conseils directement et puis qui m'aide à prendre mes décisions stratégiques. Donc voilà, ça ouvre un champ de possibilités qui est juste énorme. Avoir des discussions avec Albert Einstein ou bien encore Léonard de Vinci, Steve Jobs pour m'aider dans mon branding. Et en fait, voilà, la seule limite à ton utilisation aujourd'hui, c'est ta créativité. Tout à fait. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais revenir avec toi au niveau de l'évolution de ChatGPT ces 2 dernières années, c'est que les modèles en tant que tels que ChatGPT fait tourner, eh bien, ont beaucoup évolué aussi. Alors, pour ceux qui se rappellent, au tout début, on avait ChatGPT 3.5. Ensuite, quelques mois plus tard, on a eu GPT-4, qui était un modèle qui était encore beaucoup plus performant. Et puis, entre-temps, on a eu GPT-4o, GPT-4o mini, on a désormais GPT-O1, GPT-O3 qui vient d'être annoncé, et on nous parle évidemment du futur GPT-5 qui devrait sortir. Est-ce que, Ryan, tu peux un peu nous débroussailler le terrain et nous expliquer les différences significatives en tous les cas entre ces différents modèles et comment les utiliser, comment savoir lequel est le plus adapté en fonction de nos besoins? Aujourd'hui, le modèle qui reste le plus utilisé, ça reste le modèle GPT-4o. Donc c'est le successeur de GPT 3.5. Donc déjà en termes de raisonnement, en termes de qualité de réponse, ça n'a absolument rien à voir. Il est même disponible gratuitement. On a O1 qui est plus adapté aux utilisations avec des raisonnements avancés. Donc là, on a la possibilité de suivre un petit peu les itérations de pensée. Donc c'est la première fois qu'on a cette capacité de pouvoir suivre en fait tout un tas toute une structure, donc un schéma de pensée qui aboutirait jusqu'à la réponse d'un modèle d'intelligence artificielle. Et ça nous permet aussi de pouvoir essayer d'avoir de la créativité et de pouvoir relancer certains raisonnements, notamment sur des prises de décision stratégiques ou bien sur la création d'une histoire, la création d'un storytelling, la création voilà, d'une stratégie marketing. Donc, avec l'utilisation de O1, on a quand même des avantages qui sont super pertinents. Et on a aussi O1 Mini, qui est très intéressant
notamment pour des exploitations via l'API. Donc voilà, on peut utiliser ces modèles d'intelligence artificielle soit sur chatgpt.com ou sur l'application ChatGPT, mais aussi on peut l'utiliser via l'API pour notamment la création de business qui utiliserait ou d'automatisation qui utiliserait ces modèles d'OpenAI pour pouvoir en fait surtout avoir des temps de réponse qui sont plus courts avec Oan Mini et avoir des coûts qui sont beaucoup plus faibles tout en gardant des performances qui sont très intéressantes. Donc honnêtement, effectivement, aujourd'hui ChatGPT et la boîte OpenAI ouvrent à un champ de possibilités de création de solutions qui est juste énorme et ça aide déjà énormément de personnes dans leur quotidien. Ouais, moi je suis, pour, faire un petit retour d'expérience, je suis vraiment, bluffé, par les capacités de mémorisation de O1. Quand tu reviens 2 ans en arrière avec, GPT 3.5, tu pouvais lui dire par exemple, eh bien: «Fais-moi une liste de courses, en me mettant, le poulet, les carottes, les œufs, les pâtes et la crème fraîche et écris-moi tout ça, sur, un document ou fais-moi une liste, très formalisée». Et il pouvait potentiellement t'oublier un ingrédient, alors que pourtant les instructions, elles étaient, très simples. Et tu discutes avec O1 désormais, tu vas faire une conversation à rallonge, tu lui as envoyé, 40 messages et des fois, il va te ressortir un truc que tu lui as dit au premier message, que toi-même tu avais oublié et lui ne l'a pas oublié. Il te le ressort et c'est tout à fait pertinent. Et bien ça, c'est, vraiment, totalement bluffant. Évidemment, hein, on peut penser que ça n'ira qu'en se renforçant. Donc on le voit, hein, avec, l'évolution des modèles, de GPT, eh bien, il y a eu un progrès technologique immense côté OpenAI. Et d'ailleurs, côté progrès technologique, eh bien, tu le sais, hein, Ryan, mieux que moi, OpenAI, ils sont évidemment très bons en marketing également et ils font, très souvent des coups marketing. Et là, récemment, en décembre dernier, le mois dernier, eh bien, ils ont voulu faire, le marathon des 12 jours d'OpenAI. C'est-à-dire que c'est un peu comme le calendrier de l'avent, mais pour OpenAI. Tous les jours, sur leur Twitter, ils annonçaient, eh bien, une nouvelle, modalité, une nouvelle fonctionnalité qui était sortie, côté OpenAI, un peu pour récompenser, eh bien, leurs clients. Est-ce que tu peux faire un petit, retour d'expérience sur, ce qu'on peut retenir de ce marathon des 12 jours? Quelles sont, les plus grandes annonces qui ont été faites? Alors, les plus grandes annonces, ça reste pour moi Sora, hein, le modèle vidéo d'OpenAI qui est juste absolument bluffant, hein. Les démonstrations qu'ils ont pu présenter de ces outils-là, de cet outil-là, et sont juste impressionnantes. Donc, la capacité et la qualité des vidéos qui pourraient être générées à partir de simples prompts sont désormais accessibles aux États-Unis pour le moment. En Europe, c'est pas encore le cas. Ça le sera bientôt, en tout cas, d'après leurs annonces. On a aussi des améliorations d'OpenAI Voice, des outils qui sont intégrés pour de l'aide au code, notamment avec les ChatGPT Tasks, ChatGPT Projects. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que OpenAI a vraiment cette ambition, hein, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, de créer un écosystème complet de la multimodalité où en fait on aurait un endroit pour absolument tout faire, écrire, dessiner, coder, générer des vidéos, générer des images, interagir avec ces assistants vocaux. Mais dans tous les cas, hein, ça je pense que c'est un élément qui est important à retenir, l'écosystème parfait pour moi c'est pas forcément celui qui fait tout, c'est celui qui s'intègre parfaitement au quotidien de chacun. Donc malgré effectivement toutes les super annonces qui ont été faites, la meilleure utilisation de l'IA, donc effectivement on a des meilleurs outils maintenant pour le faire, grâce à ces 12 jours de présentation, ça restera quand même une bonne utilisation qui est propre à elle-même. Et c'est dans ça que OpenAI a fait très fort, avec effectivement l'intégration de certaines features. Ça me fait penser beaucoup à Apple qui intègre des features dans la solution, comme par exemple ChatGPT Memory, effectivement, où en fait ils ont vraiment une feature qui est spécialisée pour pouvoir retenir les informations qui sont pertinentes dans tes différentes conversations, de créer des projets. Donc en fait, c'est dans ça qu'OpenAI fait vraiment sa différence. Et je pense qu'effectivement, ça devient le numéro 1 en termes de solutions d'IA dans sa globalité. Ouais, en fait, tu le dis souvent, hein, dans tes interventions, dans tes conférences, dans tes lives, sur ta plateforme.
Vraiment, l'IA générative demain, elle aura pour vocation d'être, un assistant personnalisé, un compagnon, au quotidien, de l'ensemble des personnes et en fait, on voit que ChatGPT va vraiment vers ça, hein. Ça va vraiment être un hub de connaissances sur toi-même pour t'aider au quotidien avec un grand nombre de fonctionnalités, qui vont être proposées et d'ailleurs, ce qui vient de sortir là, tout récemment et j'ai eu l'occasion de le tester, c'est ChatGPT Task, qui est particulièrement, innovant également. Alors qu'est-ce que c'est ChatGPT Task? Moi, ça fait un moment que je discute avec des experts, de l'IA générative et que je leur dis: «Il y a un truc qui, selon moi, manque côté ChatGPT, c'est le caractère, potentiellement actif de l'IA générative, pour initier une conversation. Parce que évidemment, vous le savez, chers auditeurs, dans une conversation, ce n'est jamais qu'à sens unique. C'est jamais, toujours la même personne, qui vient solliciter la seconde. Sinon, au bout d'un moment, il y a un désintérêt quelque part et là, en réalité, avec ChatGPT, c'était un peu ça. C'est-à-dire que l'utilisateur est obligé d'ouvrir son application ChatGPT ou d'aller sur le site de ChatGPT pour initier la conversation et ça va pas dans l'autre sens. Et bien là, désormais, avec ChatGPT Task, on peut programmer son assistant ChatGPT pour que, eh bien, en fonction des heures de la semaine, en fonction du moment de la journée, etc., ChatGPT t'envoie une notification qui semblera un peu comme une notification qui pourrait être faite par un humain. Au bout d'un moment, on va même oublier que c'est nous-mêmes qui l'avons programmé pour faire ça, pour faire tout et n'importe quoi. Donc typiquement, eh bien, vous avez l'habitude de vous réveiller tous les matins à 8 heures du matin, vous programmez ChatGPT Task, c'est très facile en lui disant, eh bien, tous les matins, envoie-moi un petit message de motivation à 8 heures du matin pour que tu me motives à me lever dans ma journée et fais-moi une citation d'une personnalité célèbre qui va m'aider à être positif pour l'ensemble de ma journée. Et tous les matins, vous allez recevoir sur votre téléphone ou par email, eh bien, une notification avec une citation qui sera générée par votre assistant ChatGPT et qui donc sera générative, donc qui changera tous les jours et qui vous motivera à vous lever tous les matins. Ça peut être un autre sujet, par exemple, eh bien, tous les jours à 14 heures, je souhaite que tu me prennes une information du jour sur l'intelligence artificielle qui vient de sortir et que tu m'en fasses un résumé pour que ça puisse m'aider tous les jours à 14 heures à améliorer ma culture sur l'intelligence artificielle et ses actualités. Et bien ça, typiquement, ChatGPT va se lancer à 14 heures tous les jours, faire une recherche sur Internet pour trouver la dernière actu la plus eh bien spécifique pour répondre à vos besoins, vous la résumez et vous l'envoyez par mail et par notification pour que eh bien, vous puissiez en bénéficier. Eh bien ça, c'est totalement, à mon sens, hein, révolutionnaire parce que ChatGPT est en mesure d'initier désormais la conversation. Alors évidemment, c'est ce qu'on appelle des agents d'IA, donc tout ça est simulé, hein, c'est pas encore une fois ChatGPT qui initie la conversation lui-même, il faut pas anthropomorphiser l'intelligence artificielle, mais malgré tout, ça mime tellement bien le caractère actif de l'IA générative qu'en réalité, eh bien, c'est tout simplement bluffant et je pense que ça a beaucoup d'avenir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, Bah, je Ryan? pense que ça ouvre un nouveau champ de possibilités presque infini euh, d'utilisation de l'intelligence artificielle qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Aujourd'hui, dans le prompt engineering, on a une couche qui s'appelle la définition de l'objectif par rapport, on peut avoir des objectifs courts, moyen, long terme, et notamment sur des personnes qui souhaiteraient l'utiliser pour apprendre une nouvelle chose tous les jours pour développer certaines zones de son cerveau. Ça peut être une recommandation notamment de l'intelligence artificielle suite à des premières analyses et des premières réflexions qui sont faites avec cet assistant IA pour effectivement nous aider à développer nos capacités neurologiques. Ça peut être super pertinent de pouvoir avoir cette proactivité pour nous aider à apprendre, nous aider à atteindre nos objectifs sur le long terme. Et là, on voit effectivement un nouveau monde d'opportunités d'utilisation, en tout cas, qui s'ouvre à nous. Et ça, c'est passionnant. Bien, écoute, Ryan, ça fait très bien la transition avec la suite. Qui dit intelligence artificielle dit forcément eh bien, projection vers l'avenir, vers le futur. Qu'est-ce qu'on peut attendre
d'OpenAI en 2025? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter encore de nouveau? Quelles pourraient être les évolutions, les améliorations qu'ils peuvent apporter à leur solution? On a beaucoup de mal à l'imaginer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors le grand fantasme en ce moment, c'est bien évidemment l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, ok. Donc où on aurait effectivement une IA qui comprend et qui raisonnerait comme un humain dans n'importe quel contexte. Donc c'est vraiment l'ambition aujourd'hui de Sam Altman. On veut toujours avoir des modèles qui seront encore plus performants, le LLM ultime qui nous permettrait effectivement d'avoir des exploitations qui sont juste bluffantes. Aujourd'hui, on voit que déjà beaucoup d'entreprises reposent sur des modèles d'OpenAI. Aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de solutions qui vont se créer à partir de ces modèles d'OpenAI qui vont constamment s'améliorer. Et ouais, effectivement, l'AGI, c'est un des sujets les plus intéressants. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne sais pas quoi en penser. Moi, en France, il y a des grands experts de l'intelligence artificielle, Luc Julia, Aurélie Jean, pour ne pas les citer, et bien d'autres qui nous disent que l'AGI est un fantasme, que ça n'arrivera jamais, que c'est de la science-fiction, et que ceux qui nous disent que ça arrivera le font uniquement pour des raisons mercantiles, marketing, capitalistes. Est-ce que finalement l'AGI n'est pas un mensonge? Est-ce que une intelligence artificielle générale qui sera en mesure de surpasser l'humain sur l'ensemble des domaines de son existence en termes d'intelligence, en termes de capacité, est-ce que ça, c'est pas totalement inatteignable? Alors aujourd'hui, ce fantasme, il peut s'expliquer par effectivement deux éléments clés que l'IA n'a pas encore. C'est la conscience et le bon sens. Et aujourd'hui, déjà, on a du mal à les définir, donc les modéliser, c'est compliqué. Alors déjà, le bon sens, ce serait par exemple euh, l'amélioration en termes de performance euh, que, que l'IA pourrait avoir pour déterminer effectivement cette capacité que l'être humain a de raisonner de manière intuitive, notamment sur des expressions comme il pleut des cordes. Donc aujourd'hui, un être humain a ce bon sens pour savoir qu'en fait, et définir qu'il ne s'agit pas réellement de vraies cordes. Donc dans la limite, effectivement, des données qui sont données par l'intelligence artificielle. Donc sur ça, effectivement, il y aura encore, c'est un gros challenge qu'OpenAI va avoir pour pouvoir l'améliorer. Et concernant cette question de conscience, effectivement, on a du mal à vraiment comprendre ce que c'est. Il y a aussi ces questions d'émotion aujourd'hui qui sont très peu visibles dans des modèles d'intelligence artificielle. On a cette illusion, effectivement, que l'IA peut avoir ou pourrait ressentir des émotions sur des textes, et ça, elle le fait très très bien. Donc, l'intégration de sentiments dans un texte. Aujourd'hui, tu demandes à une intelligence artificielle de te faire un texte qui a pour objectif de t'émouvoir ou d'émouvoir l'audience. Elle est très bien capable de le faire en réutilisant des techniques, surtout si tu sais bien la prompter et que tu sais identifier des récits exemples avec une certaine structure qu'on pourrait réexploiter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'en 2025, on va être assez étonné des nouvelles innovations qu'on va avoir. Mais en tout cas, ce qui restera une évidence, c'est que les meilleures exploitations d'intelligence artificielle resteront des solutions d'IA qui seront expertes dans un domaine. Et je pense que ça va être jouer le futur de l'IA, ce sera surtout ça, jouer avec plein de modèles qui sont experts dans certains secteurs, qui vont pouvoir interagir entre eux. Aujourd'hui, on a un super outil qui est utilisé par des personnes qui développent des solutions, qui s'appelle LangChain, qui nous permet en fait de pouvoir faire des fusions en fait de différents modèles d'intelligence artificielle dans plusieurs solutions. Et aujourd'hui, c'est vraiment les solutions qui sont les plus tendances et qui ont le plus effectivement et qui ont le plus de potentiel, en tout cas de continuer à évoluer et à se multiplier. Donc, l'AGI, moi, je reste avec un point d'interrogation. Je pense que avec la vitesse dans laquelle on évolue aujourd'hui en termes de performance sur ces modèles d'intelligence artificielle, on a déjà été bluffé et on le sera encore. La question, c'est quand est-ce qu'on va arriver à un semblant d'AGI? Eh ben écoute, ça conclut très bien cette partie, Ryan. Je pense qu'on est revenu sur les grandes évolutions de ChatGPT au fur et à mesure du temps. On verra évidemment ce que l'avenir nous réserve en 2025. En tout cas, l'année
paraît très prometteuse en matière d'intelligence artificielle toujours. Et on va continuer sur ce sujet-là parce qu'on passe à la dernière rubrique qui est celle de l'écho des curieux. Alors Ryan, chers auditeurs, vous le savez, dans l'écho des curieux, on vous donne la parole. Donc au préalable de l'émission, on vous pose une question, un scénario, et ensuite, on réagit à vos réponses. Et là, pour l'occasion, on vous a posé la question toute simple, cette fois-ci, de savoir comment vous utilisez ChatGPT au quotidien, aujourd'hui, en 2025. Est-ce que vous le trouvez toujours aussi utile? Alors, on a eu quelques réponses, Ryan, et ça m'intéresse d'avoir ton retour sur le sujet, toi qui es vraiment expert, notamment en IA générative. Alors, la première, c'est la réponse de Vincent R, que je salue. Salut Alexandre, je vais répondre un peu à côté, mais j'utilise beaucoup moins ChatGPT et de plus en plus Claude AI. Ne faudrait-il pas ouvrir la question aux IA de manière générale, plus que sur ChatGPT? Sauf si le but, c'est justement de se concentrer sur elle. Alors oui, évidemment, la question, c'était de dire ChatGPT, mais pour parler en fait de l'ensemble des IA génératives. Mais finalement, Vincent ouvre le sujet de dire que, oui, effectivement, en termes d'IA générative, on n'a pas que ChatGPT qui existe. On a Google, on a Meta, on a Anthropic, on a DeepSeek, l'IA chinoise, tu en parlais tout à l'heure, et tous avancent leur pion. Alors, toi, Ryan, comment tu vois cette compétition? Est-ce que tu trouves que ChatGPT a vraiment beaucoup d'avance par rapport aux autres, ou est-ce que chaque IA générative a son rôle à jouer dans l'écosystème? Alors aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle, ils sont évalués constamment grâce à certaines métriques, certaines notations d'évaluation. On a un super site qui nous permet de suivre un petit peu l'évolution de différents modèles d'un point de vue global, donc l'évaluation des LLM, mais aussi l'évaluation de certains modèles d'intelligence artificielle pour certaines tâches spécifiques. Aujourd'hui, donc c'est le site Hugging Face. Et on voit aujourd'hui sur ces évaluations que GPT-4o n'est plus, depuis un moment, le modèle d'intelligence artificielle le plus performant. Effectivement, Claude 3.5 le surpasse sur tout un tas de métriques. La différence entre tous ces modèles d'intelligence artificielle reste quand même assez minime, même si effectivement on a de plus en plus voilà, maintenant par exemple DeepSeek offre des performances qui sont plus intéressantes de manière complètement gratuite. Après, il y a des questions qui se posent concernant la sécurité des informations. Ça reste une course à l'IA. ChatGPT va sortir un nouveau modèle pour remonter dans les classements. Et en fonction du jour et de la date à laquelle les personnes vont écouter ce podcast, on aura sûrement des classements qui seront différents. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la meilleure utilisation de l'IA reposera toujours sur comment est-ce que vous l'utilisez, de quelle manière vous l'utilisez, et ça doit être une utilisation qui doit être propre à vos cas d'usage, plutôt de se poser cette question et de rester effectivement infiniment sur voilà, quel est le meilleur outil d'intelligence artificielle, quel est le meilleur modèle que je vais pouvoir utiliser. Oui, et puis quelque part, c'est aussi parfois très personnel, en réalité. Notre utilisation de l'IA générative, elle peut dépendre aussi de nos préférences, et certains auront une préférence pour Claude plutôt que pour ChatGPT, par exemple. D'autres trouveront que ChatGPT est plus accessible que Google Gemini, par exemple. Chaque IA générative a un peu ses avantages, ses inconvénients. Par exemple, j'ai des amis qui utilisent, eux, beaucoup plus, comme Vincent d'ailleurs, Claude, plutôt que ChatGPT. Et eux, ils trouvent que Claude a une capacité à sortir de sa neutralité plus que ChatGPT. Typiquement, j'ai un ami qui a demandé une revue sur un film pour savoir s'il devait le regarder ou pas. Alors, je sais plus de quel film il s'agissait, ne me posez pas la question. Mais en revanche, Claude lui a répondu ah non, ce film, tu ne dois absolument pas le voir, il est d'une médiocrité abyssale, la réalisation est totalement merdique, il ne faut absolument pas voir ce film, le jeu d'acteur est terrible.
Bon, c'est une réponse qui paraît quand même très étonnante de la part d'une IA générative, surtout quand on utilise ChatGPT, parce que évidemment ChatGPT, il aurait fait une réponse beaucoup plus neutre, beaucoup plus consensuelle, en disant selon les avis, certains disent que ce film est bien, d'autres que le film est moins bien. Moi, je peux te conseiller de le regarder pour te faire ton propre avis. Bon, bah là, Claude est totalement sorti de cette neutralité. Donc parfois, ça peut être aussi sympa, hein, parce que ça simule aussi une sorte d'humanité, d'avoir une IA générative qui sort un peu de cette neutralité d'apparence. C'est ça. Mais après, ça, ça c'est un super cas d'usage. Déjà, avec un simple prompt, si on demande à l'IA, par exemple, d'avoir des réponses qui ressemblent un petit peu plus à ce que tu viens de décrire, avoir un esprit critique, être super compliqué, avoir une certaine personnalité avec de l'humour, etc., ça peut être effectivement un bon prompt, un bon pré-prompt à mettre avant, du coup, d'avoir ce genre de feedback. Alors, on a quelqu'un qui nous a répondu aussi, Étienne ALRT, qui nous a fait une réponse un peu plus détaillée, qui nous dit: «Pour ma part, j'utilise toutes les Gen AI du marché, toutes, pas seulement ChatGPT, chacune ayant ses propres caractéristiques et j'aime les mettre en concurrence». C'est un peu ce qu'on disait. Mais le plus important, c'est que maintenant j'utilise essentiellement mes propres Gen AI open source en local, auto-hébergés sur mon ordinateur, que ce soit pour la génération de texte ou d'images. Par exemple, pour ma communication sur LinkedIn, elle est orientée vers les IA open source, trop largement sous-estimées. Donc pour la génération de texte, j'utilise Llama 3.3, Phi 4, tout nouvellement sorti, qui semble être remarquable malgré sa taille très correcte, et également Qwen 2.5. Pour la génération d'images, j'utilise l'outil Forge avec le modèle Flux 1 en conjonction avec FluxGIM pour la génération de l'aura. Alors moi déjà, je les connais pas toutes, mais on voit au travers du message de Étienne qu'il y a également ce sujet, hein, entre les IA génératives publiquement accessibles et celles qui tournent en open source, en local. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet, Ryan? Et est-ce que toi, ça t'arrive aussi d'utiliser des IA en open source, en local? Je pense que c'est vraiment l'application idéale aujourd'hui, hein, de pouvoir avoir ses propres modèles qui sont sur ces serveurs, déjà en termes de sécurité et en termes de performance. On va vraiment pouvoir personnaliser effectivement ces modèles d'intelligence artificielle parfois à des cas d'usage. On a certaines techniques comme par exemple le RAG ou bien le fine-tuning qui sont très tendance en ce moment. On va pouvoir alimenter en fait tout simplement ces modèles d'intelligence artificielle sur des bases de connaissances vraiment en fonction de ce que on souhaite faire, hein. Je pense qu'effectivement il y a un réel enjeu aujourd'hui de pouvoir avoir cette capacité d'avoir ses propres modèles pour ces cas d'usage. Donc là, on est à un niveau quand même qui est très avancé, surtout qu'on repose effectivement sur de l'open source. C'est ce qui est bien avec l'IA aujourd'hui, c'est qu'on peut facilement du coup contribuer à l'amélioration de ces modèles et également les télécharger pour pouvoir avoir ses propres cas d'usage. Donc en fait, se créer ses propres services qui ont chacun des spécialités en fonction de nos utilisations personnelles. Alors, tu parlais justement de la spécification des modèles d'IA, et c'est en lien avec le dernier commentaire de Antoine P qu'on a reçu, qui nous dit: Hello, j'ai programmé la mémoire de ChatGPT et un prompt pour qu'il m'envoie des infos sur l'histoire, la science et la culture générale de manière générale, afin d'en savoir un peu plus chaque jour. Alors ça déjà, c'est un super cas d'usage, hein, c'est très bien pour booster sa culture générale. Sinon, pour le boulot, je le trouve peu pertinent et efficace. Je pense qu'on devrait davantage se tourner vers des IA gènes à usage spécifique par secteur d'activité plutôt que à usage général. Complètement. Voilà, je trouve que ça va totalement dans le sens de ce que tu disais, Ryan. Donc bravo, Antoine. Est-ce que tu as un dernier mot, Ryan, pour finaliser le sujet du jour, à savoir la révolution de ChatGPT? Est-ce qu'on peut en dire le mot de la fin que tu voudrais dire pour nos auditeurs, s'ils devaient retenir une chose? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution technologique. Il y a un champ d'opportunités qui s'ouvre à nous, un champ également d'opportunités qui vont nous permettre aussi de développer notre singularité. Et on le voit même avec les commentaires qui ont été faits. Chaque personne commence à avoir ses propres
préférences, en termes de modèles, en termes d'application, de structure, d'architecture, de solutions d'intelligence artificielle, on va avoir des prompts qui vont être différents, on va avoir des idées qui vont être différentes. Et je pense que moi, ce que j'aime beaucoup avec cette émergence en termes de modèles d'intelligence artificielle, c'est que ça pousse à avoir de l'ambition, ça pousse à avoir de la créativité, ça pousse à avoir envie de créer des choses. Et je pense que c'est, la chose vers laquelle je pousserai le plus, en tout cas. Dites-vous que ces technologies, en fait, elles vont ouvrir un champ d'opportunités qui vont toujours reposer sur votre intelligence, sur votre créativité, sur vos réflexions de manière structurée. Et je vous souhaite à tous, en tout cas, de l'exploiter de la manière la plus performante, d'échouer de la manière la plus originale et de pouvoir apprendre et ensuite de développer tout un tas de solutions qui vont vous permettre de passer à un prochain niveau. Et encore une fois, merci Alexandre pour cette invitation. Eh bien, merci à toi, Ryan. Merci pour ton expertise, merci pour ton temps, merci pour tes capacités de vulgarisation. Chers auditeurs, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir l'émission, soutenir les initiatives de Ryan et surtout vous former sur l'IA en général, y compris sur l'utilisation de ChatGPT, vous avez le lien de notre sponsor en commentaire, en description de cette émission, la ChatGPT Academy. Et également, n'hésitez pas à partager cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions.